Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre numéro 6, qui va porter sur l'énergie. Alors pour commencer ce chapitre, nous allons voir quelques formes d'énergie qu'il existe. Alors pour commencer, vous avez vu l'image qui est apparue, je vous la remontre ici. Que vous inspirent ces images en termes de forme d'énergie, quel type d'énergie? C'est pas trop difficile, c'est de l'énergie électrique. Donc, forme d'énergie bien connue, très utilisée par l'être humain, nous en sommes très dépendants. L'énergie électrique, donc, première forme d'énergie que je vous demande de connaître. Forme d'énergie, donc, associée au passage d'un courant électrique. Deuxième forme d'énergie, je vous laisse deviner en image de quelle forme d'énergie est-ce qu'on va parler. Et oui, c'est la lumière. La lumière est une forme d'énergie. On va alors parler d'énergie lumineuse ou encore appelée énergie de rayonnement. Il faut savoir que la lumière est une onde électromagnétique. Cette onde électromagnétique, elle peut être de différentes natures. Onde de lumière, onde électromagnétique visible, c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais il y a aussi de la lumière invisible à l'œil humain, une lumière que nos yeux ne sont pas capables de percevoir, comme par exemple la lumière infrarouge, la lumière onde radio, la lumière ultraviolet, la lumière rayon X et encore d'autres comme par exemple la lumière de rayon gamma. Donc tout ça, ce sont des radiations qu'on appelle aussi du rayonnement. Donc c'est pour ça que nous allons parler d'énergie de rayonnement. Cette énergie de rayonnement, donc associée à différents types de lumière, a bien sûr toute une série d'applications les plus diverses en technologie, dans les différentes technologies que l'être humain utilise. Donc voilà. Deuxième forme d'énergie, l'énergie de rayonnement, qu'on appelle de façon peut-être un peu plus simpliste dans le langage courant, l'énergie lumineuse. Et donc c'est une forme d'énergie associée à la lumière et transportée par une onde qu'on appelle onde électromagnétique. Plus tard dans vos études, vous verrez ce que veut dire l'électromagnétisme. Troisième forme d'énergie, je vous laisse aussi deviner de quelle forme d'énergie on parle ici. C'est l'énergie qu'on associe souvent à un mot, la chaleur. On parle ici en vérité d'énergie thermique. L'énergie thermique est associée à la température d'un corps. Elle est en vérité associée à l'agitation des particules qui constituent un corps. Plus ces particules sont agitées, plus l'énergie thermique est importante dans ce corps. Et cette énergie thermique, elle peut être transmise d'un corps à un autre, concrètement dans le sens qui va du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc voilà, énergie thermique associée bien sûr à la température, à la chaleur. Forme d'énergie suivante, je vous laisse deviner. On parle ici de l'énergie sonore. Le son est une onde mécanique qui a pour origine la vibration des cordes. Donc, lorsqu'un corps vibre, il produit une onde sonore. Et cette onde sonore se propage ensuite par la vibration des particules du milieu à travers les milieux matériaux. L'onde sonore transporte avec elle une certaine quantité d'énergie. Alors des fois, ça peut être un petit peu difficile de le croire. On a peut-être du mal, d'après nos expériences, à associer le son à de l'énergie, mais c'est effectivement le cas. Le son peut transporter une certaine quantité d'énergie. On le sait parce que lorsqu'une onde sonore incide sur des objets, elle peut mettre ces objets en vibration et même en très forte vibration si l'onde sonore est très intense. Pour juste illustrer un petit peu cela, je vais vous montrer ici deux vidéos qui montrent bien qu'une onde sonore transporte de l'énergie et donc l'énergie sonore, c'est quelque chose effectivement qui existe. Alors ici, une très grande charge explosive a été placée au milieu du désert et les gens qui observent cette explosion sont placés à une très grande distance. Regardez lors de l'explosion l'onde de choc, qui est en vérité une onde sonore, qui se propage. Vous allez la voir aussi ici. Et oui, donc le son transporte avec lui parfois une forte énergie, mais voilà, pour s'en rendre compte, il faut quand même des sons très intenses. Si vous voulez un autre exemple, alors dans ce cas-là, nous allons assister à l'explosion d'un volcan, et vous allez voir que cette explosion va générer
une onde de choc, une onde sonore très intense qui transporte aussi avec elle beaucoup d'énergie. On peut même voir l'onde de choc qui écarte les nuages et qui se propage même à la surface de l'eau. Holy smoking Toledos! Voilà, donc le son est une forme d'énergie qui se propage. Voilà, donc l'énergie sonore est aussi une forme d'énergie associée au son et transportée par une onde sonore. Prochaine forme d'énergie, je vous laisse aussi deviner en image, quelle forme d'énergie peut bien être illustrée sur cette image, ou encore sur celle-ci, ou encore sur celle-là. Ces images essaient de montrer ici du mouvement, de la vitesse, que ce soit des objets en très grande vitesse ou des objets à faible vitesse ou encore à plus faible vitesse. Tous ces objets ont un point commun, c'est qu'ils sont en mouvement. Et on parle alors d'une certaine forme d'énergie qui est associée au mouvement. Cette énergie, elle est appelée l'énergie cinétique. Et elle est d'autant plus grande que la vitesse est grande. Mais on va s'intéresser un peu plus tard à cette énergie bien particulière qui fait l'objet d'une étude spécifique en classe de 3e. Je précise que cette énergie, elle est associée non seulement à la vitesse, mais aussi à la masse. Plus la masse est grande, plus la masse de l'objet est grande, plus l'objet va avoir une énergie cinétique importante. Donc ce qui veut dire que, bien sûr, un escargot qui a une masse très très faible et qui se déplace à une vitesse très très faible n'aura pas une très grande énergie cinétique. Par contre, cet éléphant, qui, bien qu'il se déplace à une vitesse assez faible, a une masse quand même assez importante, ce qui fait qu'il peut quand même avoir une certaine énergie cinétique importante. Concrètement, s'il rencontre un obstacle, il provoquera certainement des dégâts sur l'obstacle qui se met en travers de sa route. Et bien sûr, si on va vers d'autres objets qui, eux, non seulement ont une très grande masse, mais aussi une très grande vitesse, comme ces trains, eh bien, on peut imaginer que les énergies cinétiques de ces objets sont, elles, très 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 grandes. Et bien sûr, si un TGV avec cette masse, à très grande vitesse, avec cette masse très importante et cette vitesse très importante rencontre un obstacle sur son chemin, les dégâts causés par l'accident seront bien sûr très 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 grands, car ces trains transportent avec eux une très grande énergie cinétique. Alors, passons à la prochaine forme d'énergie. Qu'est-ce que cela vous inspire? L'énergie contenue dans des produits chimiques, mais aussi dans les aliments, l'énergie contenue dans le carburant, l'essence, le gasoil, qui va ensuite permettre de faire fonctionner nos moteurs à combustion, l'énergie contenue dans ce morceau de charbon dont on va profiter pour faire des combustions, ou encore l'énergie contenue dans le gaz butane qu'on va ensuite utiliser pour faire aussi une combustion et pour obtenir de la chaleur pour cuisiner. Donc toutes ces substances que je vous ai montrées, les produits chimiques, le butane, le charbon, les aliments, mais aussi encore les substances que l'on retrouve à l'intérieur de cette pile, toutes ces substances contiennent en fait de l'énergie qu'on appelle de l'énergie chimique. En fait, dans les images que je vous ai montrées, l'énergie contenue dans les atomes, dans les molécules, dans les ions qui constituent ces substances, va être libérée lors de transformations chimiques. On a déjà parlé de transformation chimique cette année. Et cette énergie donc chimique qui est emmagasinée dans les molécules, dans les atomes, dans les ions, va être libérée lors des transformations chimiques et elle va ensuite se transformer en d'autres formes d'énergie qui seront plus utiles pour l'homme, chaleur, électricité, etc. Donc l'énergie chimique, une énergie qui est renfermée au cœur des substances, dans les molécules, dans les atomes, dans les ions. Autre forme d'énergie encore, qui peut être d'une certaine façon un peu comparée à l'énergie chimique qu'on vient de voir juste avant, c'est l'énergie cette fois qui est concentrée, qui est emmagasinée, qui est renfermée dans un endroit bien particulier, encore plus profondément dans les atomes, au niveau de leur noyau. Donc, vous pouvez voir ici une illustration où on observe le noyau d'un atome d'uranium, si vous avez du minerai d'uranium, et si on envoie des particules sur ces noyaux d'atomes, on peut provoquer ce qu'on appelle la fission du noyau de l'atome. C'est-à-dire que le noyau de l'atome va se casser, va se scinder, dit, en plusieurs noyaux. Et lors de
de ce cassage, pour ainsi dire, hein, de cette fission du noyau, de très grandes quantités d'énergie sont libérées. Et aujourd'hui, l'homme domine, pour certains noyaux d'atomes, cette fission, justement pour libérer de très grandes énergies. Alors ensuite, bien sûr, l'énergie libérée peut être utilisée à des fins, on va dire, pacifiques, hein, pour produire, bien sûr, de l'énergie dans les centrales nucléaires, ou malheureusement à des fins on va dire militaires, hein, pour la guerre, pour produire des armements nucléaires, bombes nucléaires, etc. Donc, on va parler ici de énergie nucléaire. Nucléaire qui vient de noyau, l'énergie renfermée dans le noyau des atomes et qui peut être libérée si on casse des atomes. Donc voilà, prochaine forme d'énergie, l'énergie nucléaire, emmagasinée dans le noyau des atomes et qui peut être libérée lors de réactions nucléaires. Dernière forme d'énergie dont on parlera cette année, et qui est peut-être la plus difficile à comprendre, je pense, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Alors qu'on appelle aussi fréquemment l'énergie potentielle de position ou encore énergie potentielle gravitationnelle. Cette dernière désignation vous fait comprendre que c'est une énergie qui est liée à la gravité, l'existence, la présence de gravité. Alors c'est une énergie qui est associée à tout objet qui possède une masse et qui se trouve à une certaine hauteur. En fait, il faut penser que l'objet, à cause de la gravité, a emmagasiné de l'énergie s'il a été positionné en hauteur. Donc, par exemple, on imagine bien sûr que ce rocher, situé à cette hauteur-là, dans un endroit où il existe de la gravité, eh bien, ce rocher, cette roche, a, d'une certaine façon, emmagasiné une certaine énergie, et qui peut être libérée si cette roche tombe. Par contre, cette roche qui est déjà au sol, donc à une altitude, à une hauteur de 0 mètre, eh bien, on peut admettre qu'elle n'a pas d'énergie potentielle de position. Voilà, elle est déjà tombée, elle n'a pas de l'énergie gravitationnelle emmagasinée. Voilà, donc par exemple, pour illustrer encore un peu plus ce concept, dans une balançoire, au fur et à mesure qu'une personne monte vers le haut, elle se trouve à une altitude de plus en plus grande, alors son énergie potentielle de position augmente. À l'inverse, au fur et à mesure qu'elle descend, elle se trouve de plus en plus bas, donc elle perd cette énergie gravitationnelle, elle perd cette énergie potentielle de position du fait de sa diminution d'altitude. Donc il faut penser un petit peu à la gravité comme une espèce de ressort gravitationnel qu'on étire lorsqu'on emmène un objet vers le haut. Plus vous emmenez un objet vers le haut, plus cet objet emmagasine de l'énergie gravitationnelle, de l'énergie potentielle de position. Donc, par exemple, cette énergie est fortement utilisée dans les barrages. En fait, on profite du fait que l'eau située en hauteur a cette énergie gravitationnelle, cette énergie potentielle de position, et qui, l'eau en tombant de cette altitude, de cette hauteur, permettra ensuite de transformer cette énergie potentielle de position en d'autres formes d'énergie. Donc les formes d'énergie, vous avez vu, sont déjà assez nombreuses, et l'homme essaye de profiter de ces différentes formes d'énergie pour son confort, pour sa vie au quotidien, etc. Alors petite note, vous le voyez ici, attention dans le langage courant, il est souvent confondu forme d'énergie et source d'énergie. Donc, ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, ce sont les formes d'énergie. Énergie électrique, énergie thermique, énergie cinétique, ce sont les types d'énergie. Ne pas confondre avec sources d'énergie, qui sont les objets, les corps, qui peuvent nous donner ces formes d'énergie, où on peut aller chercher ces formes d'énergie. Par exemple, l'énergie de rayonnement, c'est-à-dire l'énergie lumineuse, est une forme d'énergie. Où est-ce que je peux aller la chercher? Eh bien, par exemple, au soleil, à une lampe, à une bougie allumée. Le soleil, la lampe ou encore la bougie sont alors des sources d'énergie lumineuse. Alors, pour illustrer encore un petit peu la chose, si vous préférez, par exemple, cette personne est en train de chauffer ses mains à l'aide d'un radiateur. La source d'énergie, c'est l'objet, ici le radiateur. La forme d'énergie, c'est l'énergie thermique. Alors, je ne vais pas vous mentir, le radiateur aussi donne de l'énergie de rayonnement, en particulier du rayonnement infrarouge. Voilà, je vous donne alors ce petit tableau. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez le lire d'une façon un peu plus détaillée, avec les différentes formes d'énergie que nous avons étudiées et des exemples pour chacune d'entre elles de sources d'énergie où nous pouvons aller chercher ces formes d'énergie.
Grand 2, nous allons parler maintenant d'énergie renouvelable et énergie non renouvelable. Alors, vous savez très bien que l'être humain va utiliser dans son quotidien, pour les différents appareils, pour les différentes technologies qu'on utilise, toutes sortes de formes d'énergie. Et bien sûr, on va essayer de profiter de ce que la nature nous offre. La nature, avec plein de phénomènes, offre toute une série de formes d'énergie. Certaines sont très abondantes, d'autres moins. Par exemple, il est difficile d'aller chercher de l'énergie électrique à la nature. Mais ce n'est pas grave, car l'être humain a ensuite appris à transformer des formes d'énergie en d'autres formes d'énergie. Nous en parlerons plus tard. Mais voilà, l'être humain va donc la plupart du temps chercher ces énergies à la nature. Le problème, c'est que certaines de ces énergies demandent des sources qui sont très facilement épuisables dans le temps. Donc par exemple, pour obtenir de l'énergie thermique, on va utiliser du bois, du charbon, du pétrole, que l'on va brûler dans des centrales, et ensuite cette énergie thermique est transformée en de l'énergie électrique. Le problème, c'est que le charbon, le pétrole, l'uranium, etc., ce sont des ressources d'énergie qui ont mis des milliards d'années à se produire. Et l'homme, aujourd'hui, les consomme à un rythme très élevé. C'est-à-dire qu'on on consomme ces sources d'énergie à un rythme beaucoup plus élevé que le rythme auquel la nature les produit. Et ça va faire en sorte que ces sources d'énergie, tôt ou tard, finiront par s'épuiser. On parle alors d'énergie non renouvelable. Par contre, il y a certaines sources d'énergie qui sont renouvelables. L'être humain a beau les utiliser à un rythme très élevé, ces sources d'énergie ne vont pas s'épuiser. Comme par exemple le vent. Le vent, vous avez beau utiliser tous les moulins que vous voulez, les moulins à vent, les éoliennes, eh bien, vous aurez toujours du vent. Il ne va pas s'épuiser. Le soleil, pareil. Le soleil, la lumière du soleil, pardon, la lumière solaire ne va pas s'épuiser parce qu'on construit plus ou moins de panneaux solaires, par exemple. Donc, ces sources d'énergie sont renouvelables. Alors, on va faire ici un petit listing des sources d'énergie renouvelables et non renouvelables. Dans les sources d'énergie renouvelables, qu'est-ce qu'on met? Alors, l'eau. L'eau est une source d'énergie qu'on utilise dans les barrages, par exemple, et elle est renouvelable parce que les courants d'eau ne vont pas s'épuiser parce qu'on a construit beaucoup de barrages. Le soleil, le vent, eux aussi on en a déjà parlé. La géothermie, c'est la chaleur de la Terre. On va aussi chercher comme forme d'énergie de l'énergie thermique au sous-sol, dans la chaleur de la Terre. Celle-ci aussi ne va pas s'épuiser. Et la biomasse est aussi considérée comme une énergie renouvelable. La biomasse, c'est tout ce qui est le bois, la matière végétale, la matière organique, qu'on utilise souvent pour simplement brûler, pour produire de l'énergie thermique, etc. Alors attention, petite remarque, la biomasse, considérée comme énergie renouvelable, attention. Officiellement, c'est considéré comme une énergie renouvelable. Cependant, je vais vous faire remarquer que si on observe l'extension des forêts dans le temps, on peut voir qu'elles subissent en ce moment une très grande diminution. Donc en clair, vous avez ici l'étendue des forêts originales et en foncé ce qui reste aujourd'hui. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de déforestation dans le monde. Donc attention, est-il vraiment correct de considérer la biomasse comme une énergie renouvelable? Si on ne plante pas d'arbres, non, pas vraiment. Alors, pardon, je reviens ici en arrière. Dans les énergies non renouvelables, on souligne le charbon, le pétrole, le gaz naturel, en général du méthane, et l'uranium, qui sont donc des sources d'énergie qui, si on continue à les consommer au rythme qu'on les consomme aujourd'hui, finiront un jour par disparaître. Voilà. Grand 3, nous allons parler maintenant de l'énergie d'un point de vue un peu plus mathématique. Alors, il faut savoir donc que l'énergie est une grandeur physique mesurable, ça se mesure, et donc du coup, on va lui attribuer un symbole. Donc l'énergie en général se représente par la lettre E. Si c'est une grandeur mesurable, elle a des unités de mesure, et l'énergie se mesure officiellement dans le système international SI en joules, en hommage à monsieur Joule. Ça s'abrège par un J majuscule. Alors bien sûr, on utilise aussi des multiples et des sous-multiples du joule. Donc par exemple, le millijoule, le kilojoule, le mégajoule
ou encore le gigajoule. Par exemple, sur cet emballage d'une bolognaise, d'une lasagne bolognaise, vous pouvez voir ici le contenu énergétique. On parle ici concrètement d'énergie chimique que cette lasagne va donner à votre corps. Eh bien, par exemple, les 100 grammes de lasagne vous donneront une énergie chimique de 491 kJ. On peut voir aussi ici une autre unité de mesure, 117 kilocalories. Donc, vous comprenez ici que la calorie est une unité alternative, une autre unité de mesure qu'on peut utiliser pour mesurer des énergies. Deux unités de mesure d'énergie alternative sont très utilisées dans le quotidien, et donc vous aurez à savoir les utiliser. C'est donc la calorie. Je vous donne ici le taux de conversion. Une calorie équivaut à 4,18 joules. Ensuite, pour passer de joule à calorie ou de calorie à joule, on utilise tout simplement la proportionnalité avec un simple produit en croix. Et nous utilisons souvent dans le quotidien le kilowattheure. Alors le kilowattheure, c'est surtout une unité d'énergie qui est très utilisée dans le domaine de la consommation énergétique en électricité. Il faut savoir, mais pas par cœur, que 1 kWh d'énergie correspond à 3 600 000 joules d'énergie. Donc là aussi, la conversion se fait simplement par un produit en croix. Donc juste pour illustrer un petit peu la chose, je vous montre ici par exemple une facture d'électricité. Ce n'est pas la mienne du tout, mais c'est une facture d'électricité, excusez-moi. Et on voit ici en bas, lecture estimée, c'est en portugais. On voit que la personne ici a consommé une énergie électrique chez elle de 31 963 kWh. Donc voilà, unité d'énergie aussi souvent utilisée. Prochain pas, nous allons parler maintenant de chaînes énergétiques. Et concrètement, dans les chaînes énergétiques, deux concepts importants seront à comprendre, la notion de transfert d'énergie et la notion de conversion d'énergie. Alors une chaîne énergétique, c'est quoi? Eh bien, c'est en vérité une succession de transferts et de conversions. Alors commencez déjà à réfléchir à ce que veulent dire ces mots, transfert et conversion, ne serait-ce que dans le langage courant. Qu'est-ce que c'est qu'un transfert? Quand on fait un transfert, dans un autre contexte, par exemple, quand on fait un transfert d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On passe de l'argent d'une personne à une autre, ou d'une banque à une autre. Et qu'est-ce que c'est qu'une conversion? Une conversion, c'est un changement, c'est une transformation. Bon, commencez déjà à réfléchir à ça. Alors, pour vous donner un exemple de chaîne énergétique, j'ai pris voilà ce simple exemple. Alors, c'est encore une chose qu'on utilise aujourd'hui. Vous voyez cet appareil qui est collé à la roue du vélo, on appelle ça une dynamo. L'objectif de cet appareil est de produire de l'énergie électrique pour alimenter la lampe qui ensuite permettra d'éclairer la route grâce à ce vélo et permettre aussi bien sûr au vélo d'être vu par les automobilistes. Alors ici nous avons toute une série de transformations, de changements, de conversion d'énergie, mais aussi de transfert d'énergie. Alors on va commencer notre chaîne énergétique dans le cycliste, donc la personne. La personne avec le mouvement de ses jambes va transférer au pédalier, c'est-à-dire au pédale, de l'énergie cinétique. Donc, en gros, elle va mettre les pédales en mouvement. Ça, c'est un transfert d'énergie. Et après, les pédales vont transformer cette énergie cinétique des pédales en énergie cinétique de la dynamo. Donc en gros, ça va faire tourner ici la roue et la dynamo. Cette petite roue va faire tourner ici l'appareil. Donc c'est une roue qui tourne, c'est du mouvement, c'est aussi de l'énergie cinétique. Sauf que, attention, lors de cette transformation d'énergie, l'énergie cinétique qui vient du cycliste n'est pas totalement transformée en énergie cinétique pour la dynamo. Une partie de l'énergie cinétique du cycliste est transformée en de l'énergie thermique. Et oui, parce que dans le processus, cet appareil va chauffer. Et donc, on a ici une perte d'énergie, car cette énergie thermique, cette chaleur, dans ce processus, dans ce qu'on veut, ça sert à rien. En gros, ça ne sert absolument à rien que la dynamo, le pédalier, est chauffé. Donc, on considère que c'est de l'énergie perdue dans cette chaîne. Et donc, depuis le début, c'est-à-dire depuis le cycliste, jusqu'à la fin, c'est-à-dire la lampe, eh bien, vous allez voir qu'on va avoir des pertes d'énergie. Et très souvent, ces pertes d'énergie, elles sont dues à des frottements, de la friction, qui va générer de la chaleur, de l'énergie thermique,
qui est tout simplement dissipée vers l'air ambiant. Et ça ne sert à rien, c'est de l'énergie perdue. Mais revenons alors à notre dynamo. Notre dynamo, donc cet appareil que vous voyez ici, donc il a reçu de l'énergie cinétique, de l'énergie de mouvement, et la dynamo va alors faire une conversion. Elle va convertir cette énergie cinétique en de l'énergie électrique. Voilà. Donc le passage d'une forme d'énergie à une autre forme d'énergie est appelé une conversion d'énergie. Dans le processus, une certaine partie de l'énergie cinétique a été aussi transformée en de l'énergie thermique. Sauf que cette conversion, pour nous, c'est perdu. Cette énergie thermique, elle ne nous sert à rien. Ensuite, la dynamo alors transfère de l'énergie électrique au circuit électrique. Le circuit électrique va alors convertir cette énergie électrique en de l'énergie thermique et de l'énergie électrique qui ira à la lampe. Le circuit alors transfère l'énergie électrique à la lampe et la lampe se charge de convertir cette énergie électrique en de l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique. Et oui, parce que la lampe chauffe aussi, mais ça c'est perdu. Donc, vous voyez, vous devez commencer à être capable d'utiliser les mots transfert et conversion, ou en termes de verbe, transférer et convertir. Alors, définissons bien ce qu'est un transfert d'énergie. On parle de transfert d'énergie lorsque de l'énergie est échangée entre deux corps. De l'énergie passe d'un corps à un autre. Un corps donne de l'énergie, l'autre corps le reçoit. Alors pour illustrer la chose, par exemple, ici, cette photo, cette image, dans cette image, on peut imaginer un transfert d'énergie. Le transfert d'énergie que j'imagine ici, c'est un corps, le soleil, qui transfère de l'énergie de rayonnement, de l'énergie lumineuse, à un autre corps qui va être ici les plantes. Donc ça se schématise de cette façon-là. Les corps, les objets sont représentés dans des rectangles, généralement ici, et l'énergie qui est transférée est représentée normalement à travers d'une flèche qui indique de quel corps, vers quel corps cette énergie est transférée. Donc bref, le soleil transfère ici de l'énergie de rayonnement aux plantes. Autre exemple, ici je vois concrètement de la lave qui tombe dans la mer, dans l'eau. Quel transfert d'énergie on peut ici imaginer? Eh bien, je peux imaginer que la lave transfère de l'énergie thermique, de la chaleur, à l'eau. Et en version schématisée, je peux dire alors que la lave et l'eau s'échangent de l'énergie, mais dans quel sens? De la lave vers l'eau. Bien sûr, car la lave est une température supérieure à celle de l'eau, l'énergie thermique est transférée de la lave vers l'eau. Autre exemple encore, eh bien sûr, dans cette image, dans cette vidéo, on peut imaginer en vérité, pour être sincère avec vous, plein de transferts d'énergie, mais ici, je vais imaginer le transfert d'énergie entre les roues de la voiture et le sable, la poussière. Et qu'est-ce que les roues donnent comme forme d'énergie à la poussière? Elles donnent de l'énergie cinétique. Les roues vont mettre en mouvement la poussière qui était bien tranquille au départ. Donc ici, les roues et la poussière s'échangent d'énergie, et concrètement, les roues transfèrent de l'énergie cinétique, c'est-à-dire du mouvement, à la poussière. Parlons maintenant de conversion d'énergie. Alors, certains corps, certains objets, certains appareils, certains mécanismes peuvent être vus comme des convertisseurs d'énergie. C'est-à-dire que ce sont des corps qui sont capables de recevoir une certaine forme d'énergie et de la transformer, de la convertir en d'autres formes d'énergie. Alors je prends ici comme exemple cette plaque de cuisson électrique qui est donc capable de transformer une forme d'énergie en une autre. Quelle est la conversion d'énergie que cette plaque est capable de réaliser? Je vais laisser réfléchir 2 secondes. Eh bien, c'est de l'énergie électrique en de l'énergie thermique et de l'énergie de rayonnement. En fait, quelle forme d'énergie arrive à cette plaque? Cette plaque de cuisson, elle reçoit de l'énergie électrique. Elle est branchée à l'électricité de votre maison. Donc la plaque reçoit de l'énergie électrique. Et elle prend cette énergie électrique et la transforme en d'autres formes d'énergie qui sont l'objectif de cette plaque, qui est de l'énergie thermique, qui va permettre de chauffer les aliments lors de la cuisson. Mais cette plaque aussi
émet de la lumière, du rayonnement, beaucoup de lumière infrarouge et de lumière visible. Donc en fait, cette plaque de cuisson, elle a transformé l'énergie électrique en deux formes d'énergie, l'énergie thermique et l'énergie de rayonnement. Comment je schématise cette conversion d'énergie? Eh bien là, on a juste un objet qui va avoir une forme d'énergie qu'on dit souvent énergie entrante, c'est-à-dire l'énergie qu'elle reçoit, l'énergie reçue. La plaque reçoit de l'énergie électrique et convertit cette énergie électrique non seulement en de l'énergie thermique, mais aussi en de l'énergie de rayonnement. Voilà comment est-ce qu'on peut schématiser une conversion d'énergie. Autre exemple, pour renforcer un petit peu l'idée, ici nous avons un moteur électrique. Alors, un moteur électrique est aussi un convertisseur d'énergie. Il transforme quelle forme d'énergie en quelle forme d'énergie? Eh bien, il transforme de l'énergie électrique en de l'énergie cinétique. C'est l'objectif d'un moteur, c'est créer du mouvement, mais aussi en de l'énergie thermique, car tout moteur chauffe lors de son fonctionnement. Donc, en schématisation, ce moteur reçoit de l'énergie électrique qui provient d'abord, en vérité, de batteries. Donc, on pourrait encore mettre les batteries là du côté gauche et représenter un transfert d'énergie, mais ce n'est pas l'objectif. Nous, ici, on veut parler de conversion d'énergie. Donc, ce moteur reçoit de l'énergie électrique et transforme cette énergie électrique en énergie cinétique, c'est-à-dire qu'il produit du mouvement, mais aussi en énergie thermique, car il y a de la chaleur aussi qui est produite. Alors, vous remarquerez que dans les deux exemples que je vous ai montrés, l'énergie rentrante dans l'appareil est souvent transformée en plusieurs formes d'énergie. Et dans les formes d'énergie qui sont obtenues à la sortie, souvent, une des formes d'énergie est l'énergie qui nous intéresse, et l'autre forme d'énergie est une forme d'énergie qui n'a aucune utilité vis-à-vis de l'objectif qu'avait l'appareil. Par exemple ici, le moteur a bien sûr pour objectif de produire de l'énergie cinétique. C'est ce qui nous intéresse. On appelle ça l'énergie utile. Tandis que l'énergie thermique est une forme d'énergie qui, ici, ne nous intéresse pas pour un moteur. Pour moi, ça n'a aucun intérêt qu'un moteur produise de la chaleur. Donc du coup, on dit que cette énergie thermique est une énergie qu'on pourrait appeler inutile, mais on l'appelle plutôt en général énergie perdue ou encore dissipée. Donc on peut voir ici qu'une conversion d'énergie peut des fois ne pas être totalement utile. Si on regarde un petit peu les valeurs, on voit alors ici que 500 joules d'énergie électrique, on aurait bien aimé qu'ils aient été totalement convertis en 500 joules d'énergie cinétique. Mais non, sur les 500 joules d'énergie électrique, seuls 350 joules ont été transformés en énergie cinétique. Ça veut dire qu'on a eu ici une perte de 150 joules, perdue en chaleur, en énergie thermique. Alors, à ce sujet, je vais vous demander de faire un petit travail. Ici, une activité que je vous laisse en annexe sur Pronote et qui sera à faire pour le prochain cours, où vous allez alors travailler sur quelques calculs qui ont à voir avec la notion de rendement. Pour vous donner une petite piste, ici, sur les 500 joules d'énergie électrique qui rentrent dans le moteur, seuls 350 joules ont été transformés en de l'énergie cinétique, qui est l'énergie utile d'un moteur. Alors, si on fait ici un petit pourcentage, 350 joules sur les 500 joules qu'on avait au départ, ça veut dire que seulement 70% de l'énergie électrique a été transformée en de l'énergie utile. On dit alors que le moteur a un rendement, ou rendement en portugais si vous voulez, de seulement 70%, ce qui est pas mal en vérité. L'énergie thermique représente 30% de l'énergie électrique, ça veut dire qu'on a eu 30% de perte. Alors pour finir sur ces histoires de chaîne énergétique et de transfert et de conversion d'énergie, on va terminer avec un exemple un peu plus complexe. Donc vous avez ici une petite histoire que j'ai inventée, bien sûr pas très réaliste, mais j'espère qu'elle va quand même bien illustrer, je l'espère, les transferts et les conversions d'énergie. Alors,
par où commencer? Je vais commencer ici dans le vent. Ça va être mon premier corps, mon premier objet. Le vent va alors transférer de l'énergie à qui? Eh bien, il va transférer de l'énergie à l'éolienne, aux pales de l'éolienne. Et quelle forme d'énergie est-ce qu'il donne à l'éolienne, selon vous? Eh bien, il donne de l'énergie cinétique à l'éolienne. Et oui, parce qu'il met l'éolienne en mouvement. Il crée le mouvement de l'éolienne. Alors, j'ai mis ici une valeur, 7000 joules, une valeur que j'ai ici inventée de façon totalement arbitraire. Vous allez voir pourquoi après. L'éolienne, alors, elle reçoit cette énergie cinétique et elle va transformer l'énergie cinétique en quelle forme d'énergie? Quelle va être la conversion d'énergie réalisée par l'éolienne? Eh bien, si vous regardez ici l'image, ici, ces ondes en rouge essayent de représenter en fait de la chaleur, de l'énergie thermique. Et oui, parce qu'une éolienne, lors de son fonctionnement, ça chauffe. Mais bien sûr, ce n'est pas l'objectif d'une éolienne. L'objectif d'une éolienne, c'est de transformer de l'énergie cinétique en de l'énergie électrique, qui est ensuite envoyée vers les maisons, vers nos appareils, etc. Donc en bref, une éolienne, ça transforme de l'énergie cinétique en de l'énergie thermique et de l'énergie électrique. Parce qu'elle chauffe, mais elle produit aussi de l'électricité. Alors ici, l'énergie thermique correspond à de l'énergie perdue, car c'est une forme d'énergie qui ne nous intéresse pas du point de vue d'une éolienne. Et l'énergie électrique est l'énergie utile, car c'est ce qu'on attend d'une éolienne. Donc on peut voir déjà que sur les 7000 joules que nous apportait le vent, seulement 5000 joules ont vraiment été transformés en de l'électricité. Alors ensuite, sur mon schéma, cette électricité, cette énergie électrique, est ensuite transférée à la lampe. Donc on peut dire que l'éolienne transfère de l'énergie électrique à la lampe. Et la lampe est un convertisseur d'énergie. Elle va convertir cette énergie électrique, là aussi en deux formes d'énergie. De l'énergie thermique, et oui parce qu'elle chauffe, mais ça m'intéresse pas, c'est pas ce que j'attends d'une lampe, donc c'est de l'énergie perdue. Et de l'énergie lumineuse, qui est ce que j'attends d'une lampe, donc je considère que c'est l'énergie utile. Donc sur les 5000 joules d'énergie électrique que la lampe a reçue, seulement 2000 joules ont été transformés en de l'énergie utile. On a eu encore des pertes. Alors, petite pause ici pour vous faire remarquer une chose. Lors d'une conversion d'énergie, il n'y a pas de perte d'énergie. Toute l'énergie qui rentre dans un convertisseur est transformée. Donc par exemple, si j'additionne l'énergie perdue et l'énergie utile, 3000 plus 2000, on voit bien qu'on a les 5000 joules qui sont rentrés dans la lampe. Alors continuons. La lampe ensuite, elle va transférer de l'énergie lumineuse à qui? Eh bien oui, elle va transformer de l'énergie lumineuse aux tomates. Donc les tomates vont recevoir cette énergie lumineuse et les tomates, les plantes en vérité, la plante dans son total, mais ici je triche un petit peu pour simplifier l'histoire, cette tomate va transformer de l'énergie lumineuse en énergie quoi? Alors là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Pensez aux différentes formes d'énergie dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, globalement, elle va transformer de l'énergie lumineuse en de l'énergie chimique. Et oui, dans les substances, les sucres, les acides, etc., qui constituent finalement le fruit que la fille, l'enfant là-bas, va manger. Et oui, parce que lorsque l'enfant va manger les tomates, l'enfant va profiter de cette énergie chimique avec la digestion et tout pour faire fonctionner le corps. Donc il y a ensuite un transfert d'énergie chimique des tomates vers l'enfant. Donc vous avez ici globalement toute une chaîne énergétique avec des transferts et des conversions. Si on faisait un petit bilan énergétique de cette chaîne, on peut voir qu'on a démarré tout au début avec 7000 joules d'énergie cinétique provenant du vent et nous terminons avec finalement seulement 2000 joules d'énergie chimique qui arrive à l'enfant. Bien sûr parce que au cours des conversions d'énergie, nous avons eu des pertes d'énergie, la plupart du temps par énergie thermique. Alors si on fait ici un petit calcul de rendement, seulement 2000 joules sur 7000 sont arrivés finalement à l'enfant, ce qui correspond seulement à environ 29% de l'énergie qu'on avait au départ. On dit alors que le rendement de cette chaîne énergétique est seulement de 29%.
pour vous dire la vérité, en vérité, c'est beaucoup moins. Mais il y a ici quelques étapes qu'on a oubliées, qu'on a sautées, pour simplifier un petit peu l'histoire. Voilà, j'espère donc que vous aurez compris les principes de chaîne énergétique, de transfert et de conversion. Pour résumer, dans toute la chaîne énergétique que je vous ai montré juste avant, j'ai ici isolé les différents transferts d'énergie qui ont eu lieu. Vous pouvez mettre en pause pour observer plus tranquillement. Et d'un autre côté, j'ai isolé aussi toutes les conversions d'énergie qui ont eu lieu, aussi bien dans l'éolienne, dans la lampe, que dans les tomates. Je vous laisse aussi mettre en pause si vous voulez observer ceci plus tranquillement. Prochain point dans ce chapitre, nous allons parler maintenant d'une façon plus précise, plus en détail, d'une énergie qui sera assez importante pour vous dans l'étude de la physique, qui est l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, je vais tout d'abord vous laisser travailler sur une étude de document qui sera également à faire pour le prochain cours. Mais on va tout de suite anticiper un petit peu les réponses. Alors l'énergie cinétique, comme vous le savez, c'est une énergie qui est associée au mouvement d'un objet. Et tout à l'heure, quand j'en ai parlé, je vous ai dit qu'elle dépendait de deux facteurs très importants, la masse et la vitesse de l'objet. Nous allons voir à travers une série de vidéos comment la masse et la vitesse de l'objet influencent l'énergie cinétique de l'objet. Et comment est-ce qu'on va voir l'impact que ça a sur l'énergie cinétique? Eh bien justement avec des impacts, concrètement avec des collisions. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'énergie cinétique, je vous ai dit que plus un corps a une grande énergie cinétique, plus les dégâts seront importants si ce corps entre en collision avec quelque chose. Alors nous allons commencer par le facteur masse. Quelle importance a la masse dans l'énergie cinétique d'un corps? Alors pour illustrer la chose, nous avons ici un corps qui se déplace à une vitesse de 4,32 mètres par seconde et qui va rentrer en collision avec ce petit mur. Bien sûr, il s'agit simplement d'une maquette. Alors on peut voir la scène au ralenti pour bien observer les dégâts provoqués sur le devant de la voiture. Ok. Alors mettons ici en pause pour voir un petit peu les dégâts provoqués. Essayez de bien retenir. Alors bien sûr, il faudrait mesurer ces dégâts, ce qui est ici un petit peu compliqué à le faire, même si on a ici la règle qui peut éventuellement nous aider. Mais on pourrait aussi mesurer l'impact que la voiture a eu grâce par exemple à des senseurs de choc, etc. Donc, il va falloir me croire un petit peu sur parole sur ce qui va suivre. Donc ici avec une voiture qui se déplace à cette vitesse et qui a ici une masse d'environ 500 grammes, voici les dégâts qui ont été provoqués. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la masse de cette voiture. Nous allons passer à une voiture qui va se déplacer exactement à la même vitesse, mais qui va avoir maintenant une masse plus importante. Et concrètement, le double de la masse. Observons bien alors les dégâts. Remarquez ici, donc, la masse est passée à environ 1000 grammes. C'est le double de la masse de tout à l'heure. Eh bien, vous pouvez voir que même si la voiture va exactement à la même vitesse, le fait qu'elle ait une masse plus importante a provoqué plus de dégâts sur l'avant de la voiture. Et si on pouvait mesurer ces dégâts, on verrait que c'est le double des dégâts. On voit donc déjà ici une idée de proportionnalité. La voiture ayant le double de la masse, on a le double des dégâts. Ce qui veut dire que la voiture avait le double de l'énergie cinétique. Et donc, vous allez voir qu'on va conclure que l'énergie cinétique d'un corps est proportionnelle à sa masse. Ici, nous sommes maintenant à une masse de 1500 grammes environ. Donc, par rapport à la première voiture, c'est le triple de la masse. La vitesse, elle, est exactement la même. Mais simplement, en mettant le triple de la masse, on mesurait que les dégâts ont été multipliés par 3. Ce qui veut dire que la voiture a le triple de l'énergie cinétique. En résumé, si je multiplie la masse par 2, l'énergie cinétique est multipliée par 2. Si je multiplie la masse par 3, l'énergie cinétique est multipliée par 3. L'énergie cinétique d'un objet est donc proportionnelle à sa masse.
Mais l'énergie cinétique d'un corps dépend aussi de sa vitesse. Et nous allons donc voir ici comment la vitesse affecte l'énergie cinétique d'un corps. Est-ce qu'il y a aussi une relation de proportionnalité ou non? Donc ici, nous allons voir quelques vidéos qui représentent des crash tests utilisés dans le domaine de l'automobile. La première vidéo représente une automobile qui se déplace à une vitesse de 25 km/h. La voiture va donc avoir une certaine énergie cinétique et nous allons voir quels sont les dégâts provoqués sur la voiture. L'image sera au ralenti. Donc voilà le choc contre un mur à 25 km/h. Et à cause de l'énergie que la voiture transportait, de l'énergie cinétique, observez bien les dégâts provoqués sur l'avant de la voiture. Maintenant, cette même voiture, nous allons la faire circuler à une vitesse de 50 km/h. C'est la même voiture, elle a la même masse, mais la vitesse est le double. La vitesse a été multipliée par 2. Alors, est-ce que l'énergie cinétique de la voiture sera multipliée par 2 elle aussi? Si c'est le cas, les dégâts provoqués devraient être 2 fois plus importants. Observons. Au double de la vitesse, voici les dégâts provoqués. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les dégâts sont le double de tout à l'heure? Eh bien, pas du tout. En vérité, maintenant, les dégâts sont 4 fois plus grands. Ce qui veut dire qu'en multipliant la vitesse par 2, l'énergie cinétique a été multipliée par 4. Ça me fait penser à quelque chose déjà vu auparavant dans nos études. Continuons pour voir si vous devinez. Maintenant, la même voiture, donc toujours une voiture avec la même masse, circule à 75 km/h. Donc par rapport à la première vitesse, qui je le rappelle était de 25 km/h, maintenant on a le triple de la vitesse, une vitesse 3 fois plus grande. Une vitesse 3 fois plus grande, que va-t-il arriver à l'énergie de la voiture? Regardons. Je sais que c'est difficile à estimer, donc je vais vous donner la réponse. Ici, les dégâts ont été 9 fois plus importants. C'est-à-dire qu'en multipliant la vitesse par 3, l'énergie cinétique de la voiture a été multipliée par 9. Donc pour faire un petit résumé très rapide, en multipliant la vitesse par 2, l'énergie cinétique de la voiture est multipliée par 4. En multipliant la vitesse par 3, l'énergie cinétique de la voiture est multipliée par 9. Et si on continuait, en multipliant la vitesse par 4, l'énergie cinétique serait multipliée par 16. Et on peut encore exagérer. Alors dans la vidéo que je vais vous montrer ici, qui est assez impressionnante, la vitesse de la voiture sera de 190 km/h. Par rapport à la première voiture que nous avons vue, qui était de 25 km/h, ceci veut dire ici que la vitesse est environ, si on arrondit un petit peu, est environ 8 fois supérieure. On a une vitesse 8 fois plus grande. Alors, regardons un petit peu les dégâts qu'on va avoir lorsque cette voiture va entrer en collision avec le mur lors de ce crash test. As the car was wheeled into position, I had nothing else to do but watch on and wait. Brace yourselves, these images are disturbing. Sensitive viewers and those with a dicky ticker might want to look away now. This is it. Oh my God! The Focus is obliterated on impact. Only the rear end escapes total destruction. And the passengers? Don't ask. Nails. The car decelerates from 120 miles an hour to 0 in 68 milliseconds, with its occupants experiencing peaks of 400 G. The front end hits the wall with such force that the back end rises up 90 degrees and the car is slam dunked down onto its nose.
It is an extreme scenario, but modern family hatchbacks can reach the speeds we saw today. Maybe it'll make you think twice the next time you want to put your foot down. Voilà, donc bien sûr, cette vidéo montre qu'il faut faire très attention à la vitesse sur la route. Alors, pour revenir sur le côté un peu plus mathématique de la chose, je vous ai dit ici que la voiture circule à une vitesse environ 8 fois supérieure à la première voiture que nous avions vue. Eh bien, quand la vitesse est multipliée par 8, l'énergie cinétique que la voiture a est multipliée par combien? Eh bien, par 64. Et vous pouvez bien sûr deviner qu'on parle ici d'un carré, 64 étant bien sûr le carré de 8. De la même façon que 9 était le carré de 3, ou encore que 4 était le carré de 2. Ceci nous montre qu'il y a une relation entre l'énergie cinétique et non pas simplement la vitesse, mais oui le carré de la vitesse. Ainsi, nous sommes maintenant en mesure de donner la définition de l'énergie cinétique, notée EC, qui est donc une grandeur qui dépend de la masse du corps, mais aussi de sa vitesse. L'expression qui sera à connaître est la suivante. L'énergie cinétique est égale à 1/2 fois la masse, donc on peut voir qu'elle dépend directement de la masse, elle est proportionnelle à la masse, fois la vitesse, mais la vitesse au carré. Attention à ne pas oublier ce carré. Et ce carré montre que la vitesse a une très grande importance sur la valeur de l'énergie cinétique. En termes d'unité de mesure du système international, vous savez déjà tout ça, l'énergie cinétique est mesurée en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Ce sont les unités de mesure officielles. Deux petites remarques à souligner si on observe l'expression de cette énergie cinétique. On peut voir alors que plus la masse et la vitesse sont grandes, plus l'énergie cinétique sera grande. Donc un objet qui est lourd et rapide aura forcément une énergie cinétique très grande. Cette expression montre aussi que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. Donc, si la masse est multipliée par 2, on aura une énergie cinétique multipliée par 2 aussi. Si la masse est 3 fois plus grande, l'énergie cinétique sera 3 fois plus grande, etc., etc. En termes de vitesse, cette fois, il y a un carré qui rentre en jeu. Du coup, si la vitesse est multipliée par 2, l'énergie cinétique ne sera pas multipliée par 2, mais oui par 4. Si la vitesse est multipliée par 3, l'énergie cinétique est multipliée par 3, etc. Donc, ce qui veut dire que quand vous augmentez votre vitesse, votre énergie cinétique grimpe très rapidement. Si vous voulez, par exemple, si vous multipliez votre vitesse par 10, l'énergie cinétique est multipliée par 10 au carré, c'est-à-dire par 100. Alors, pour illustrer une dernière fois l'énergie cinétique qui dépend de la masse et de la vitesse, je vais vous montrer aussi deux petites vidéos ici qui illustrent bien l'importance que la masse et la vitesse a sur l'énergie cinétique d'un corps. Donc malheureusement encore quelques accidents. Ici, le camion est resté sur la voie du train. Alors pourquoi je vous montre ces vidéos? Eh bien en fait parce que on a après souvent tendance dans notre tête à associer l'énergie cinétique seulement à la vitesse. Donc pour penser qu'un corps a une très grande énergie cinétique, on pense souvent qu'il faut forcément qu'un corps ait une très grande vitesse. Mais non, n'oubliez surtout pas que l'énergie cinétique dépend aussi de la masse. Donc par exemple, sur les vidéos que je viens de vous montrer, les trains ne se déplaçaient pas à de très grandes vitesses. Néanmoins, quand ils ont choqué contre les camions, ils ont provoqué de très gros dégâts. Mais ce n'est pas à cause de la vitesse. Là, dans ce cas-là, c'est surtout à cause de leur masse. La masse gigantesque des trains, les trains sont très lourds, et donc une très grande énergie cinétique grâce à leur masse. Donc attention, pour avoir une grande énergie cinétique, on peut avoir soit une très grande vitesse, soit une très grande masse, soit les deux, c'est encore pire. On peut imaginer alors quel objet est-ce qu'on pourrait imaginer qui a non seulement une très grande masse, mais aussi une très grande vitesse.
et qui serait alors capable de créer de très très grands dégâts. Eh bien, on peut par exemple penser à un météorite, un astéroïde, par exemple, celui qu'on dit qui s'est écrasé sur la Terre et qui a provoqué l'extinction des dinosaures. C'est une masse gigantesque qui se déplace à une vitesse gigantesque, et donc vous imaginez bien que ça transporte une énergie gigantesque, une énergie cinétique gigantesque. Voilà, et finalement aujourd'hui, nous terminons sur une autre forme d'énergie sur laquelle on va se pencher un peu plus dans ce chapitre cette année, c'est l'énergie potentielle de position. Celle qu'on a discutée tout à l'heure en début d'heure et qui est associée à la gravité. Donc en définition, je rappelle, l'énergie potentielle de position, aussi appelée parfois énergie potentielle de pesanteur ou gravitationnelle, notée EP, est une énergie qui dépend de la masse et de la hauteur d'un corps. En fait, un objet qui a une masse et qui se trouve à une certaine altitude possède une énergie potentielle de position. Cette énergie potentielle de position, elle est calculée par l'expression suivante. Il suffit de multiplier la masse de l'objet, l'intensité de pesanteur de la planète sur laquelle on se trouve, nous en avons parlé lors du chapitre précédent dans notre étude du poids et de la masse, et encore de multiplier par la hauteur ou l'altitude à laquelle se trouve le corps. Les unités de mesure, vous les connaissez aussi, l'énergie en joules, la masse en kilogrammes, l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme et la hauteur à laquelle se trouve l'objet en mètres. Donc pour vous donner un exemple, ce rocher situé à une hauteur de 50 cm possède une certaine énergie de pesanteur. On va la calculer. Alors attention, je vous rappelle qu'avant de se lancer dans un calcul, il faut toujours faire attention aux unités de mesure. On peut voir par exemple que les unités ici de la masse ne sont pas les unités officielles. 20 tonnes. Non, l'unité de masse, c'est le kilogramme. Alors il faut convertir ça. Donc c'est une masse de 20 000 kg. De même, la hauteur, 50 cm, n'est pas exprimée en unité officielle. Les unités officielles sont le mètre. Et donc je convertis les 50 cm en mètres. C'est 0,50 mètres. Et maintenant que j'ai les unités officielles pour les grandeurs, j'applique la formule pour calculer l'énergie potentielle de position. La masse, 20 000 kg. L'intensité de pesanteur, nous l'avions vu dans le chapitre précédent, sur Terre, elle vaut 9,8 Newton par kilogramme. Je vous l'avoue, on arrondit souvent à 10. Et l'altitude vaut ici 0,50 mètres, ce qui fait que ce rocher, à cette altitude, a une énergie potentielle de 98 000 joules. Voilà donc un simple exemple de calcul d'énergie potentielle de pesanteur. Alors, quelques petites remarques à ce sujet. Donc, bien sûr, plus un objet est lourd et plus il est haut, plus son énergie potentielle de pesanteur est grande. On peut dire aussi que l'énergie potentielle sera d'autant plus grande que l'on se trouve sur une planète qui a une forte gravité. Deuxième remarque, l'énergie potentielle de pesanteur, ou de position on dit aussi, est proportionnelle à la masse et à la hauteur. Donc un objet qui est 2 fois plus lourd a 2 fois plus d'énergie potentielle de position. Un objet qui est aussi, je ne sais pas, par exemple 5 fois plus haut, a 5 fois plus d'énergie potentielle de position. Petit rappel, ce sera donc noté dans le cours, car ce n'est pas à savoir par cœur en vérité, l'intensité de pesanteur sur Terre vaut donc 9,8 Newton par kilogramme. On termine aussi sur une étude comparative. Deux objets, vous pouvez le voir ici à gauche, qui ont la même masse, ces deux rochers sont identiques, mais qui se trouvent à des hauteurs différentes, auront des énergies potentielles de pesanteur différentes. Et concrètement, l'objet qui se trouve plus bas aura une énergie potentielle de pesanteur inférieure à celle de l'énergie potentielle de pesanteur de l'objet qui se trouve plus haut. Maintenant, comparons ici du côté droit deux objets qui, eux, se trouvent à la même hauteur, mais qui ont des masses différentes. Quel est celui qui a le plus d'énergie potentielle de position? Bien sûr, c'est le plus lourd. Et celui qui est le plus léger a une énergie potentielle de position inférieure. Ici, c'est la masse qui fait la différence, alors que dans le premier cas, c'est la hauteur qui fait la différence. Voilà les élèves, j'espère que vous aurez compris cette partie du chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et j'essaierai au plus tôt de vous y répondre. Au revoir.